method of technology to adopt, but with the widespread use of digitization, we're now facing perhaps more complicated issues around policies around once we have digitized material, who has access, who has ownership of that material? Are there imbalances or imperfections in the way that archival material is accessed? And also the role of digitization in resolving issues of shared archival heritage in terms of who has authority over the use and access to archives. But of course, this has many, many positive possibilities as well in terms of allowing collaboration and facilitating dialogue between parties. So I'm very, very much looking forward to the discussion this evening, and we have some excellent panelists to take this conversation ahead with us. And if I may now briefly introduce our panelists for this evening, and in order of their appearance, we will have Mr. Adama Alipam, who's the Chief Archivist of UNESCO. Welcome. We have Sedu Biabate, the Director of the National Archives of Mali. We have Gemma Mclagan, Head of Licensing, Publishing and Digitization at the National Archives of the United Kingdom, and Odile Welfare, Head of International Archival Cooperation at the National Archives of France. And we are experiencing, as we speak, a few technical difficulties. So bear with us, but we are very hopeful. We will also be joined by Mr. Mohammad Afsar Rahbeen, Director of the National Archives of Afghanistan. So we are looking forward to what will be a very stimulating discussion. We will have each of the presentations in turn with the opportunity to ask questions, which I'll ask Anthea to explain in a moment. But at the end of the presentations, there will be time for a question and answer session to allow each of us to engage in some discussions with the panelists. So with that very brief introduction, Anthea Sellis, our Secretary General of ICA, could I ask you to explain some of the modalities of the webinar? Thank you. Thank you, David, and welcome to everyone who's joining us today, whether that's via the webinar or via Facebook Live. We're really pleased to have you here. So just a reminder for those of us joining today via the webinar, we ask that you please ensure that you keep your microphones muted. That includes both panelists and participants, especially if you're not going to be intervening or it's not your moment to intervene. We would ask that you keep, for those of us that will be speaking during the course of the people who will be speaking during the course of the presentation, we ask that you please keep your videos on so that we can see you. And I will be taking care of slides. And then for those of you who are joining us for the webinar and you would like interpretation, if you go to the bottom of your screen, there should be a little globe that says interpretation. From there, you can select the channel that you want to listen from, because there will be presentations in French and in English. And we also have Spanish interpretation as part of this webinar as well, but there will be no Spanish presentations. But yes, if you just click on the bottom and then select the channel that you want to listen from, and you should have interpretation in those three languages. Alors, en français, pour ceux qui nous rejoignent comme participants sur le webinaire, pour dire que nous avons l'interprétation. Il y a un petit globe que vous pouvez choisir si vous allez passer à la bande en bas sur toutes les fonctions que vous avez dans cette réunion. Il y a un globe qui dit interprétation. Si vous cliquez ce globe-là, vous pourrez choisir de anglais, français et espagnol pour pouvoir écouter les présentations et les interventions qui seront faites par ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui. Les présentations seront en anglais et en français. Merci, and thank you very much. I'm passing the controls back to David. Right, thank you very much, Anthea. And with that, let's get on with the discussion, which I'm sure we're all very much looking forward to. So can we commence the webinar then with a presentation from Mr. Adama Alipam. Adama, you have the floor. Thank you. Merci, David. Merci, Anthea. Bonjour, chers panélistes. Bonsoir
chers collègues de par le monde. Les archivistes de l'UNESCO sont heureux de se joindre à la communauté internationale des archives pour discuter et échanger autour de nos intérêts communs. La présentation que je vais faire aujourd'hui, numériser notre histoire commune de l'UNESCO, retrace la stratégie de l'organisation en matière de numérisation. Elle rend compte comment des programmes de numérisation aboutissent à bâtir des synergies et à faire dialoguer des fonds d'archives complémentaires dans différents espaces géographiques qui racontent la même histoire. Elle rend compte également les interactions entre les archivistes, les informaticiens, les décideurs politiques et le grand public. Next slide, please. Alors, de 2018 à 2020, l'UNESCO a lancé un projet complexe de numérisation de masse de ses archives. C'est un projet complexe qui prenait en charge des archives sonores, des archives cinématographiques, des films et des vidéos, mais aussi des photographies, des publications et des dossiers d'archives. Le projet Numériser notre histoire commune, cela pour dire deux choses. Que les archives de l'UNESCO sont la mémoire institutionnelle de l'organisation, mais aussi que ces archives sont également la source de l'histoire intellectuelle et de la coopération bilatérale du monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La numérisation de ce patrimoine aussi fait face, met en face, nous autres archivistes, devant des défis énormes. Ces défis ont pour nom la détérioration des archives, le syndrome du vinaigre pour les films en acétate, mais également nous avons pu, dans le cadre de la collaboration et de la coopération, confier nos films nitrates au Centre national de cinématographie de France. Alors, comme je disais en introduction, les opportunités aussi, il n'y a pas que des défis, il y a aussi des opportunités, c'était de pouvoir servir des archives comme source d'inspiration pour l'organisation, faire dialoguer des fonds dans l'histoire de l'UNESCO, l'histoire de la coopération internationale. Nous avons des archives de l'UNESCO, de la création de l'UNESCO qui sont à Londres. Nous avons hérité en tant qu'organisation en 1945 des archives de la commission de la Ligue des Nations, l'Institut international de coopération intellectuelle. Ces archives sont avec nous ici à l'UNESCO. Mais également, nous avons aussi des archives à Genève de la Ligue des Nations. Les opportunités également, c'était en termes de plaidoyer, comment faire en sorte que les politiques de l'UNESCO puissent davantage s'intéresser aux archives de la maison pour que nous puissions avoir des alliés en interne. Next slide, please. Alors, la cartographie du fond de ces archives dont je parlais tout à l'heure, pour résumer et aller très rapidement, nous avons plusieurs supports d'archives, des archives cinématographiques, des archives sonores, parce que l'UNESCO avait une radio qui a fonctionné de 1947 à 1990. Nous avions hérité des archives de l'IICI, mais également nous avons les archives de l'organisation elle-même depuis sa création. Cela représente 10 km linéaires d'archives, plus de 170 000 photographies. Nous avons également des films, près de 3500 films et vidéos qui représentent plus de... Recording in progress. Qui représentent près de 12 000 bobines, mais également plus de 30 000 heures de son de l'histoire de la radio, des débats au conseil exécutif ou au conseil, à la conférence générale de l'organisation. Vous voyez, on avait toute cette palette d'archives pour lesquelles il fallait numériser un échantillon pour servir à illustrer cette première campagne de masse de numérisation. Next slide, please. Alors, nous avons décidé d'installer notre plateforme de numérisation au sein même de l'UNESCO.
Ce choix était un choix objectif pour sensibiliser le personnel de l'organisation, les délégations des États membres sur les questions d'archives. Cette plateforme est conçue comme une plateforme de communication, je l'ai dit. Nous avons un blog d'informations sur le projet, sur les publications documentaires illustrées avec les archives, des expositions virtuelles centrées sur l'action de l'UNESCO en 1800 par les archives. Nous avons également, comme vous voyez, les pépites de la semaine. Chaque semaine, pendant toute la durée du projet, nous avons publié toutes les semaines une pépite d'archives que nous avons découvert, que nous découvrons au moment de la numérisation. Nous avons, par exemple, découvert une lettre écrite de la main d'Albert Einstein pendant son 50e anniversaire, un poème qu'il avait écrit à l'attention de ses collègues. Donc, nous avons également utilisé les réseaux sociaux et cela a créé énormément d'intérêt pour les archives et d'engouement. À un moment donné même, les posts que nous faisions au niveau des archives avaient plus de visibilité que toutes les autres actions de l'organisation. Nous avions également une plateforme de crowdsourcing qui a été une partie très intéressante également au cours de ce projet, où nous avons fait intervenir le public du monde entier, mais également des partenaires internes que nous allons voir plus tard. Nous avions également au bas de la plateforme une présentation dynamique de suivi des métriques de la numérisation. C'est-à-dire, une fois que les documents ont été numérisés, le contrôle qualité effectué et publié sur la plateforme, on a en bas le pourcentage d'évolution des réalisations de la numérisation. Next slide. Alors, la numérisation, on en a profité pour bâtir des alliances en interne. Nous avons réussi à avoir notre directrice générale qui est venue visiter les archives. Elle était très, très intéressée par ce que nous faisions. Là, sur la photo, je présentais la copie de la Constitution de l'UNESCO. Elle était surprise de savoir que les originaux, enfin que l'original était conservé à Londres. C'est juste un petit clin d'œil par rapport aux archives déplacées qui se trouvent dans d'autres pays du monde, mais ce n'est pas ça l'objet de notre présentation. Nous avons également fait une publication très importante sur un album photo de David Seymour que nous avons découvert au moment de la numérisation. C'était une campagne d'alphabétisation organisée en Italie du Sud en 1950. Le David Seymour, le créateur de l'agence Magnum, accompagné du texte de Carlo Levi. Ça a été une publication très, très importante et la directrice générale s'en est servie pour la fin de l'année pour offrir un cadeau à tous ses visiteurs et ses partenaires. Et nous avons également organisé, avec le Centre d'histoire contemporaine et numérique du Luxembourg, une journée d'études sur l'impact de la numérisation sur la recherche et sur la connaissance de la mission de l'UNESCO. Next slide, please. Parmi les collaborations internationales, que je disais que nous avons lancé un projet de crowdsourcing pour demander au public général de nous aider à indexer nos photographies et à renforcer les capacités de recherche. Et nous avons pu avoir le soutien des retraités de l'UNESCO qui ont été recrutés comme validateurs et nous ont aidés gratuitement à valider toutes les rentrées faites par des gens de 125 pays du monde. Plus de 350 participants nous ont aidés à finaliser ce projet de crowdsourcing. Nous avons également participé à une exposition avec le musée des armées où nous avons traité des documents sur Picasso et cette exposition a fait près de 80 000 entrées. Entre autres également, pour mieux diffuser le contenu de ce que nous avons numérisé, nous avons collaboré avec Ancient History Encyclopedia et Wikimedia Sweden pour aider à populariser une bonne partie de ce que nous avons numérisé. Next slide, please. Vous avez ici la plateforme de crowdsourcing. Ça a été véritablement, comme je le disais tout à l'heure, un grand succès. Au même moment où nous faisions notre projet de crowdsourcing, il y avait un autre projet sur Waterloo
je vous assure que nous avons, comme je disais, un large public de 125 pays dans le monde, alors que le projet, à titre de comparaison sur le Waterloo, était centré que sur l'Europe occidentale. Next slide, please. Alors, l'impact de la communication, ça c'est très intéressant aussi. Pendant ces 2 ans, on a essayé de suivre l'impact de nos projets de communication autour des collections numérisées et mises en ligne. On a eu près de 300 000 visites sur les pages web qui ont été mises en ligne et nous avons un trafic en légère augmentation avec des pics. Et vous voyez ce qui est très intéressant ici au mois d'avril 2019, nous avions eu à peu près presque 50 000 vues en un mois. Cela grâce à la campagne de communication qui a été relayée par les listservs de ICA. Merci Antea pour ce soutien, pour dire que tout simplement que c'est tous ensemble qu'on peut efficacement toucher les plus grands publics pour transmettre, partager le contenu de nos collections. Next slide, please. Alors, la numérisation, cette première campagne de numérisation nous a permis de numériser 770 000 pages de l'Institut international de coopération intellectuelle, 560 000 pages de documents de la conférence générale, 5 000 photos qui ont fait l'objet de crowdsourcing, 45 heures également de films, 30 heures de programmes vidéo, mais 7000 heures d'enregistrement sonore. Je vous avais dit que nous avions une radio de l'UNESCO qui fabriquait des programmes de 47 à 1990 et qui distribuait tous ces programmes dans les pays, dans les États membres. Et ces 7000 heures sont aujourd'hui toutes en ligne et accessibles à la recherche. Next slide, please. Alors, je disais tout à l'heure ce qu'on a fait, mais il nous reste énormément de choses à réaliser. Nous n'avons, sur nos archives historiques et sur nos archives qui sont à risque, nous n'en avons numérisé que 5%. Alors, nous avons dans notre plan de numérisation le projet de numériser le reste. C'est dans les 170 000, par exemple, photographies, on n'a numérisé que 5 000. Pour les enregistrements sonores, il nous reste encore près de 15 000 heures qui sont les débats qui sont tenus à l'UNESCO. Et surtout, l'une des grosses urgences, c'est notre collection complète de films. Les 2000 films de l'UNESCO qui nécessitent... I'm sorry to interrupt, Adama, but we might need to get to the end of the presentation. Thank you. Yeah. Donc, une collection de films complète. Next slide. Alors, les défis, nous avons d'énormes défis après la numérisation. C'est la problématique de la gestion des objets numériques, leur migration dans nos différentes plateformes, la question des financements du programme de numérisation estimé à 10 millions de dollars. Next slide. Alors, merci beaucoup. Si vous avez envie d'explorer nos archives digitales, vous pouvez accéder à toutes ces archives sur digital.archive.unesco.org. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Adama. That was very fascinating. I've written down quite a few questions that I would like to ask when we get to question and answer period as well. But let me move very quickly on to our next presenter. And I invite Sedu Biabate, the Director of the National Archives of Mali, to please give us your address. Thank you. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour l'équipe, ils sont les panelists. Hello, bonjour.
Oui, Oui, on vous bonjour, entend. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, merci l'équipe haïtienne. Salut tout le monde. Et bonne journée internationale des archives. Et la Direction nationale des archives du Mali est très heureuse de participer à ce webinaire pour montrer notre projet de numérisation, l'état des lieux, les enjeux ainsi que les perspectives. Le défilé, le prochain diapo. Voilà, le plan qu'on a présenté. Il y a la présentation d'abord de l'UNAM, c'est la Direction nationale des archives du Mali. On verra l'historique, notre mission, les fonds d'archives, notre volumétrie, leur constitution et leur état de conservation. Ensuite, le troisième point que nous avons évoqué, c'est la numérisation à la DNAM, les impératifs archivistiques, les enjeux sociopolitiques qui nous poussent à aller vers cette numérisation, et les enjeux techniques et humains. Ensuite, il y a les acquis et les perspectives. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui devrait être fait pour sauver une grande collection, ainsi que les perspectives. Et enfin, la conclusion. Prochain diapo. Voilà. La direction nationale de l'historique, c'est une direction qui est héritière des archives du Haut-Sénégal unitaire et par les arrêtés numéro 959 et 960, le 1er juillet 1913. Le gouverneur d'alors, c'était William. Et ces archives furent payées et placées sous la gestion directe du gouverneur général. Donc, après les indépendances, après 1960, le Mali a pris une loi, la loi numéro 8352 ANRM du 17 mars, puis d'un décret d'organisation pour créer les archives nationales. Le Mali va à côté du palais de la présidence. Ce n'est que des années après que le Mali a vu les enjeux, vu l'importance effectivement des archives, a pris une ordonnance numéro 02041 RRM du 28 mars 2002, ratifiée par la loi numéro 0251 ANRM du 22 juillet, qui crée en ce moment une direction nationale des archives du Mali. Auparavant, c'était les archives nationales. C'est une direction nationale qui va embrasser effectivement et gérer toutes les archives du Mali. Prochain diapo. Dans les missions qui ont été assignées à cette nouvelle direction, c'est d'abord d'œuvrer à l'élaboration de la nationale en matière d'archives, les éléments de la politique nationale globalement, mais les missions spécifiques, c'est d'œuvrer à la sauvegarde du patrimoine archivistique, élaborer la réglementation relative aux archives et en assurer l'application, assurer la collecte, la conservation, le traitement et la communication des archives nationales. Une autre mission assignée à cette nouvelle direction, c'est de contrôler les conditions de conservation des archives par les services du pré-archivage, des cercles, des collectivités et des ministères, à l'exception du ministère chargé des forces armées. C'est eux-mêmes qui gèrent les archives armées. Et fournir au service de l'État, des collectivités territoriales, des organismes personnalisés, l'assistance en matière d'archives. Autre mission assignée à cette nouvelle direction, c'est de promouvoir la valeur culturelle et éducative des archives et veiller à assurer l'accès aux utilisateurs des archives. Et l'une des dernières missions, c'est la mission de promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, les rencontres, genre comme ça, et les échanges et l'utilisation des nouvelles techniques d'information et de la communication. Prochain diapo. Les fonds d'archives au niveau de la Direction nationale des archives. Nous disposons plus de 60 000 dossiers d'archives, plus de 5 028 mètres linéaires, et 5 000 volumes de livres et de périodiques. Fonds scindés en deux sous-fonds, à savoir, on a un fonds de la période coloniale, fonds d'archives coloniales, 1855 à 1960. C'est un fonds très important. C'est le deuxième fonds en Afrique de l'Ouest après celui du Dakar. Nous avons le fonds contemporain de l'indépendance du 22 septembre 1960 à nos jours. À côté, nous avons des journaux, des revues, les fonds graphiques, cartes, les plans, et certaines archives au musée. Prochain diapo.
l'état de conservation, bon, si certains articles ont été supérieurement bien conservés, il y en a, mais il faut noter que beaucoup d'entre eux sont dans un état de détérioration, tel que leur consultation est périlleuse, surtout les archives de la période coloniale, parce que des archives qui datent de 1855. Je ne dis pas que c'est trop ancien, mais vu les conditions climatiques, cette année, il a fait 42 degrés à l'ombre à Bamako ici. Donc, vraiment, ce n'est pas tenable pour des années de conservation. Donc, ce sont des archives très, très fragilisées par voilà, plusieurs motifs expliquent cet état de détérioration avancée. Nous retiendrons ici les aléas climatiques, la chaleur excessive, 42 degrés à l'ombre ou 43 degrés à l'ombre. Il y a l'humidité, il y a la sécheresse, l'air, selon les saisons, que ce soit la saison des pluies ou la saison sèche. Il y a également l'absence d'équipements adéquats de conservation. Il faudra créer des conditions idoines pour bien conserver cette archive dans un climat. Il y a la mauvaise manipulation de la part de certains chercheurs. Il y a des chercheurs qui viennent en consultant les documents d'archives. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre toutes vos archives parce que la manipulation est mauvaise. Compte tenu également de l'état fragile également de ces archives. Il y a les effets liés également à l'âge, certains documents étant plus que centenaires. La précarité également du support papier utilisé. Donc, il y a urgence à aller vers vite la numérisation des documents d'archives. Prochain diapo. Les impératifs archivistiques, au-delà de la transformation technologique, la numérisation constitue un des enjeux d'une extrême importance pour la démarche. Ça va nous permettre trois choses. D'abord, améliorer la conservation et la préservation des documents d'archives. Ça va faciliter leur exploitation. Ça va également valoriser également les différents fonds documentaires et aider à la recherche au sein de la communauté scientifique. Donc, elle constitue un outil de démocratisation qui permet à un large public également d'avoir accès à ces documents rares ou anciens, dont l'exploitation manuelle est souvent difficile à raison de leur état de conservation physique. Voilà. Les enjeux sociopolitiques, ça n'y manque pas. Depuis plus d'une décennie, le patrimoine archivistique du Mali est une situation liée à l'insécurité grandissante. 2012, tous ces troubles-là depuis 2000, ça a même commencé depuis 2010, hein, 2010, 2000, avec les différentes crises en Libye, l'arrivée des combattants de ces pays-là vers le Mali, 2010, 2011, c'est 2012 que ça a éclaté. Donc, les mobiles sont multiples. Il y a des actes prémédités dans le but de faire perdre des données relatives à une mauvaise gestion. C'est le cas, par exemple, des archives du ministère du Travail et de la fonction publique en 1991, lorsque le régime de Moussa Traoré tombe. Et le cas également de la trésorerie régionale de Sedu. Donc, il y a ces actes ont été faits. Il y a des actes de répugnance afin d'effacer les traces d'une administration défaite des documents provenant des mécréants. Parce que je pense que les documents produits viennent des mécréants, donc il y a des mécanismes d'activités illicites non conformes à la charia. C'est ça qui est arrivé aux archives du Nord, les régions de Kidal, Tombouctou et Gao, lors de la prise de ces régions par des mouvements djihadistes, sécessionnistes et terroristes. Toutes les archives, que ce soit coloniales ou archives d'indépendance, pratiquement ont été brûlées. À part que le cas de Tombouctou, ils ont pu sauver certains manuscrits. Entre Ahmed Baba, ils les ont fait ramener à Bamako pour leur sauvegarde. Voilà, il y a quelques exemples de dates sinistres qui sont là pour les archives. En 1991, il y a eu incendie des archives du ministère du Travail et de la fonction suite au mouvement et a entraîné la chute du régime de Moussa Traoré. En 2012, il y a eu la destruction des archives des régions du Nord, 3 régions, à savoir Kidal, Tombouctou et Gao. Voilà, pratiquement
il n'y a pas grand-chose. On peut récupérer des archives dans ces régions-là, que ce soit contemporain ou que ce soit colonial. En 2015, il y a eu l'incendie des archives de la trésorerie régionale de Sedu. Voilà, les archives relatives à la comptabilité, au territoire, ont été, moi je dirais volontairement, même. En 2018, il y a eu des incidents. Il y a eu l'incendie, effectivement, des archives de la préfecture de Kenyeba. Kenyeba est une localité située à l'ouest du Mali, à la Mali-Sénégal. Donc, les jeunes se sont rébellés contre la préfecture. Ils ont pris d'assaut la préfecture et brûlé toutes les archives, y compris les archives de la période coloniale et même les archives de l'indépendance. Et 2020, tout récemment, ça c'est l'incendie des archives de la préfecture de Caille. Et vraiment, ça a été une perte incommensurable. Et Caille étant la première région où il y a eu l'entrée de la période de la colonisation, la préfecture a gardé intactes toutes les archives de la période coloniale. Et c'est là dans tous les domaines. Malheureusement, ces archives-là sont pas. Il n'y a même pas lieu de les récupérer. Nous avons fait une mission en septembre, du 2 au 4 septembre 2020, pour aller voir visu ce qui a été fait. C'est une perte incommensurable. Prochaine. Voilà, vous avez des images de la trésorerie régionale, les archives de la trésorerie régionale avant et après. Ensuite, prochain diapo. Voilà, ça, ce sont les archives de Caille, qui a été la première capitale dans Mali. Ensuite, les transports de la capitale à Bamako. Et ces archives-là étaient très, très importantes. Il y a un archiviste français qui a eu à travailler sur Saint-Marie Rodé, et dans les États en apprenant que les jeunes gens ont brûlé, parce que c'était lié aux événements de Covid-19. Le gouvernement a pris des mesures de restriction de liberté. Ensuite, plus les coupures d'électricité, les jeunes en ont pris mal. Ils se sont attaqués au bâtiment où il y a les préfets. Et malheureusement, là où il y a les préfets, il y avait toutes les archives de la période coloniale depuis 1855. Depuis 1855 jusqu'à l'indépendance, de l'indépendance même maintenant. Ils ont mis le feu. C'est après qu'ils ont su qu'ils ont fait du mal à eux-mêmes. Pratiquement toute l'histoire et une grande partie de l'histoire coloniale est partie. Bien récupérer la situation avant, vous le voyez, et la situation d'après. Japon. Les enjeux techniques et humains, à ce jour, la DENAM ne compte qu'un ingénieur informaticien, un technicien en informatique, niveau diplôme universitaire technologique TUT, chargé de numérisation sortante de l'Institut universitaire de technologie. Le parc technique est constitué de 2 ordinateurs HP Pro, un scanner Epson GT 1003, scanner HP Scan 5590 et des scanners Canon DRC 225. Donc, vous voyez que le parc n'est pas tellement étoffé. Mais à ce niveau-là, on a un projet, le gouvernement nous a appuyés pour pouvoir équiper notre salle informatique, visuelle et informatique. Et tout l'arsenal technique a été prévu. Et cette salle-là sera opérationnelle à la fin de l'année avec tous les ordinateurs, les supports, tout ce qu'il y a comme logistique pour pouvoir non seulement numériser, mais également conserver comme on dit là, les documents numérisés. Ça, c'est l'état actuel. Mais dans quelques mois, fin de l'année, ça va changer parce que le gouvernement, à travers un budget spécial, va allouer pour pouvoir équiper convenablement avec tous les équipements techniques de pointe pour relancer réellement la numérisation au archives nationales. Voilà, ça c'est une science de numérisation. Excuse me, Dr. Sedu, we might need to. Je vais finir dans peu de temps. Je vais finir. Il y aura moins de commentaires. Prochain diapo. Voilà, ça, ce sont les appareils qu'on a actuellement, hein, mais il y aura d'autres appareils qui vont venir. Allez-y, prochain diapo. Les appareils qu'on utilise actuellement. Allez-y. Voilà. Voilà. Maintenant, les acquis et les perspectives. Bon, à défaut d'un financement adéquat, la DENAM, à partir de son budget de fonctionnement, a mis en place un atelier interne de numérisation à la date du 28 mai 2021 sur une estimation de 3 48 782 documents qui doivent être
numériser. L'atelier interne a pu numériser plus de 250. Bien que mal équipé, la numérisation, on a eu à numériser un certain nombre de fonds, dont le fonds du ministère du Travail et de la fonction publique, et celle d'un fonds privé également à l'atelier interne. Actuellement, l'équipe est en train de numériser le fonds du bureau politique national de l'Union soudanaise de Rassemblement démocratique. Le premier parti politique qui a travaillé pour que le Mali puisse aller à l'indépendance en 1960. C'est un fonds très important où il y a pas mal de choses décrites de premier pas de voilà. En termes de perspective, c'est ça qui est très important. Afin de relever les défis, les nombreux défis qui se posent à la DENAM en termes de numérisation, il importe de chercher des partenariats, de financement. Un projet de numérisation que nous avons élaboré, sensibiliser les responsables sur l'importance de la numérisation des documents factuels et mettre en place une matériel de numérisation des services de pré-archivage. Point également à renforcer les compétences du personnel de la DENAM en la matière parce que c'est un domaine qui évolue très très vite. Il faut que le personnel soit outillé, formé pour pouvoir faire face à ces enjeux. Ensuite, voilà, la conclusion. Voilà, les archives occupent une place particulière dans les domaines de l'information. Elles sont indispensables à la gestion des administrations des entreprises. Il paraît opportun d'orienter les efforts vers le renforcement et la modernisation du système de gestion des archives afin de garantir la fiabilité, l'intégrité de l'information. En cela, la numérisation offre des perspectives meilleures à travers la création de copies de cartes, surtout dans les pays du tiers-monde où la pauvreté, l'instabilité politique et les conflits armés constituent des risques réels de déperdition du patrimoine artistique au Mali en ces dernières décennies. Prochain diapo. Voilà, pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre sur notre site web pour avoir d'amples informations à www.archivemali.ml. Nous sommes également sur Facebook également et connectés à notre Facebook. Et éventuellement, les contacts téléphoniques qui sont là, vous pouvez nous appeler également pour d'éventuelles informations. Merci. Merci de votre aimable attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Biabate, for that presentation. I'm sure that will also provoke quite a few questions. In fact, we already have some questions on the list to put to our panelists. So let me move quickly on then to our next presenter, Ms. Gemma Mclagan from the National Archives of the United Kingdom. And Gemma, I invite you to give us your presentation. Thank you. Thank you, David, and gosh, thank you for those presentations. I've rather been left reeling by the desperately sad destruction of archives, but I will move on. And so, next slide, please, Anthea. So, digitisation at the National Archives. It's an absolutely prime example of how we can only do it when working in partnership and collaborating with others. At TNA, we have documents from over 1,000 years of history, from both on parchment, paper, vellum, all the way up to digital tweets from Downing Street. And we roughly estimate that we have around 11 million historical records. But these result in millions and millions of pages of digitisation, and just very rough estimates tell us that we've probably digitised around 150 million images since we started digitising at TNA. Most of those will have been done in collaboration with others. A very tiny proportion will have been done on our own. And those 150 million images probably equate to only about 10% of the archive as a whole. So it really is an absolutely huge task. But what is digitisation? So at its very basic level, digitisation is producing a digital image. But actually that digital image on its own, while wonderful, you've got that, you can preserve it, but then digital images require their own form of preservation.
to make it truly useful, you have to do a lot more with that digital image. So you have to index it carefully. Ideally, it would be fully searchable. You might apply optical character recognition, even handwriting recognition, and that costs an awful lot of money, which I know most of us won't have. There are different funding models all over the world. At the National Archives, we have very little funding for digitisation. In the 3.5 years that I've been at National Archives, we've done lots and lots of digitisation, but it has largely been funded by third parties. And there are a number of ways in which we do that. So very briefly, I'm going to look at what we call our non-commercial collaborations. So where we work, next slide, please, thank you. Where we work on projects, usually with other archives around the world, academic projects, and they will be funded by their governments, by research councils, and I just thought I'd talk very briefly about a few that we're working on at the moment. Beyond 2022 is actually quite an apt one to discuss today. So that is it's a project to recreate the Public Record Office of Ireland, which was destroyed during one of the first Civil War engagements in 1922, in fact, almost exactly 99 years ago today. And we're working as one of 5 core partners, and they are super exciting project. They're recreating a virtual archive of that Irish archive from 1922. I can't wait to actually see it, to sort of be able to virtually walk in and see what's going on there. And it's a wonderful project. It's been led at TNA by 2 of our historians, Paul Dryberg and Neil Johnson. We, some of the documents you can see on the slide there, one of them is a scroll. These are some of the medieval exchequer documents that we hold. And that's just, it's a bag that particular scroll came in. So you never know what you're going to find. But I know from Neil and Paul that this collaboration has meant that we too have got a much deeper understanding of our holdings on this, because as they have the time to investigate and look further into these documents, they're finding out all sorts of things, and it's absolutely going to be super when it launches in full next year. Something else we've been working on recently is the Arabian Gulf Digital Archive, and we've been working with our colleagues in the UAE. We've already worked with them and supplied them with 500,000 images relating to the United Arab Emirates, and they have produced a wonderful website on which to host these, and we're looking towards a phase 2 with them now, and I know they're getting in things from other places around the world now as well. So that was an absolutely fantastic resource that is all available for free to people around the world to look at on their website. And very quickly, another one is a prize papers project, which Oldenburg University in Germany is running. And that's an academic project, but it's going to create a portal available to the general public as well, to see lots of High Court of the Admiralty papers. And this is a huge project, and it's a 20-year funded project, which is quite unheard of, I think. And so that's going to be an absolutely amazing resource. So that's one way that we work with people, but what I'm going to focus on today is our commercial partnerships. Yes, I will go first off and say these are controversial. I mean, I know that some national archives aren't allowed to take part in commercial partnerships, but for us at the National Archives, they're absolutely key to how we manage to digitize material and how we can broaden access outside of our site at Kew. So the commercial partnerships fall into 2 main areas. The first I'll talk about today is the genealogy area. So that is working with, sorry, next slide, please, thank you. That is working with genealogy online companies, people like Ancestry, Find My Past, My Heritage. There are lots of them out there. There are lots of them which focus on individual areas, countries,
libraries as well. And just to give you an example of the reach that these products give us, that last year alone, we have received 500 million hits on our records on these sites. So the level of access is absolutely huge. Now, the big project for us at the moment that we're working on is the 1921 census, and I can't say too much about this, unfortunately, because it's still a closed record, but we're hoping to launch it next year. And we have to work with a digital partner on this project. There is no way that we could afford to do this ourselves. Working with a commercial partner means that we can provide meaningful access to this record rather than have to present the ledgers in the reading room. They will be fully transcribed, fully searchable. People can access it from their living room for, yes, there will be a charge, but that charge will be less than a tube ticket almost to visit the National Archives, and that's if you live within that sort of difference, which most of our audience doesn't. So this is just an example of one of the census schedules not filled in, but it's going to be they're going to include maps as well. So it's bringing in lots of different record sets to really give a feel of the census. To give you an idea of scale, we estimate there are about 38 million people present in the census, and it's going to result in around 20 million digital images, which will be on display. And genealogy, so it's census, this is anything that's name rich, but actually some of the companies now are diversifying, and they're looking to add kind of contextual history as well to their program. So that's a really interesting way in which many archives might be able to move forwards with these companies as well, if they can and they wish to. The other area we work in is academic publishing, and it's academic primary resource publishing, and these companies produce digital products for university libraries to purchase, which allows their users access to these primary resources. And as somebody who studied history at university before the real digital age, we were still on dial-up when I was at university, and I had to go around visiting individual archives. I cannot even imagine how useful these products are to people, and would totally revolutionize the teaching of history, but also the postgraduate study of history. So we work with many companies in this area, and when they first started, they produced microfilm products, and then they moved on to digital. And we have lots and lots of amazing products with these companies now. Two of the ones that I've got here are just national art, so products just created from the National Archives. So one is with our partner Adam Matthews. It's Colonial Caribbean, so it's all of our colonial files relating to the Caribbean, and that's going to be published over a number of modules, and results in hundreds of thousands of images of primary resources being made available. The others is State Papers Online, and this is some of our medieval documents and moving a bit forwards, and that's with our partner Gail Cengage. Now, the absolute, apart from just digitizing, getting them online, as I said, these companies, they provide a kind of longevity for the products, because State Papers Online is a prime example. It was produced towards the beginning of the production of these sorts of products, but they've since upgraded it. They're adding new technologies all the time. I think some of the other things that are great is that they're absolutely great for research. So what these companies do is that they provide APIs, so academics can interrogate the data behind the images. So where OCR has been applied, handwritten text readers, they're being used much more now, and there's very successful actually, so that it allows a much more innovative approach to accessing the documents as well. So it's not just reading, but it's allowing all sorts of modern forms of academic research to take place as well.
And then I think the next slide is just an example of some others. So, TNA has really benefited from this. So this is something called Archives Direct, which is a collection of all of the National Archives documents that are available with one of our partners. And I think one of the things to say is that, yes, these products do cost money for universities, and I do understand that is limiting in some ways, but we have complete free access on site at Kew. So anyone can come to Kew, sit at one of our computers, they can access these products, they can search them, they can do all of that research, but also they can email themselves downloads of the documents as well. So we do try wherever we can, and all of our commercial partnerships, all of that material is always available free to interrogate on site at Kew. And then, so that was just where it's TNA being the main contributor to an archive, online archival resource. But actually where these companies are now moving is much more to multi-archive resource, which is the next slide. Thank you. And I think there's real opportunities here for collaboration with archives around the world. So this is just a tiny, tiny selection of some of the projects that we've worked on recently with these partners. And I know that they go to archives, not just in Europe and North America, Australia, but they are they've got archives in South America, in Africa, in Asia. And they're super keen to work with people because it just adds a complete richness to the projects and really helps academic research across the world. So I think, to sum up, what does commercial activity give for us? So it allows a route to access beyond our site at Kew that we cannot provide ourselves. Not only is it another route to access, but it also is a much more enhanced route to access. So the documents are just so much more accessible. You can, by being able to search, you get to where you want to go. You can familiarize yourself with them so much more easily. It also gives a much more innovative approach to use of our documents, which we could never do ourselves, and just making the paper available. And of course, finally, all of this is done with sort of a zero impact on public funds, which, particularly in this time, is just so important. And indeed, we get a revenue return, so it even gives us an income that we can then reinvest in public services. And I know this route isn't open to all of you, but I'm super happy to talk to anyone who would like advice about working with in partnership. Please do get in touch with me. Thank you very much. Thank you, Gemma. That was fascinating. And I do think if we have time in our discussion session, if we, for example, compare some of your successes with the discussions we've just heard from Dr. Biabate, I think there must be some way we can establish that collaboration across archives. Thank you so much. Our next speaker is Odile Welfare, the head of International Archival Cooperation at the National Archives of France. So Odile, it's very nice to see you again, by the way, and please give us your presentation. Merci David. On peut passer à la diapo suivante. Merci aux archives de l'UNESCO et au Conseil international des archives d'organiser ce panel dans le cadre donc de la Semaine internationale des archives qui parle à la fois donc de mise en réseau, de partage et de collaboration. Next please. Donc, l'Action internationale des archives de France s'inscrit évidemment dans la politique internationale du ministère de la Culture dont elles dépendent, et nous essayons de contribuer au rayonnement d'une doctrine archivistique francophone à travers le monde et d'apporter un soutien à ce qui pourra constituer une mémoire partagée et en particulier une mémoire numérique partagée. Suivante. Voilà, les archives ont besoin de 3 choses au moins et c'est important, on l'a vu avec ce que nous a montré notre collègue du Mali, un toit, une équipe formée et des soutiens politiques, financiers et logistiques. Suivante. Mais elles ont aussi besoin, ça ne suffit pas d'avoir ces 3 premiers éléments fondamentaux,
elles ont aussi besoin de valoriser leurs fonds d'archives et avant cela, de former leurs... Donc, je vais parler de deux exemples. Finalement, je vais présenter deux choses, des réalisations en France et un petit peu plus tard, des réalisations en Afrique sur le terrain. Donc, en France, les archives dites coloniales sont majoritairement aux archives nationales d'outre-mer qui ont été créées en 1966 à la fois pour accueillir donc, les archives transférées des anciennes colonies au moment des indépendances entre 1954 et 1962 à l'exclusion des archives de gestion restées dans les pays concernés. Je ne rentre pas dans la discussion, là, archives de gestion, archives de souveraineté, ce serait trop long. Et puis, un petit peu plus tard, en 1986, les archives des secrétariats et ministères chargés des anciennes colonies françaises ont été également transférées à Aix-en-Provence. Suivante. Next, please. Voilà, les archives nationales d'outre-mer, dont vous voyez là une photo un peu ancienne, conservent donc 37 km linéaires de documents concernant plus de 40 pays des 5 continents. Elles ont également une bibliothèque importante de 120 000 ouvrages spécialisés, en fait, qui se rapportent vraiment aux différents pays concernés. Elles conservent également 60 000 cartes et plans. Ça, c'est très intéressant pour les pays, puisque ce sont des choses qui permettent de réfléchir sur les questions de frontières. Et elles ont 140 000 photographies sur différents supports, y compris des supports anciens de plaques de verre et des supports plus récents. Et puis, je n'ai pas mis là, mais il y a 1 millier d'affiches également, notamment d'affiches institutionnelles. La suivante. Donc, il y a évidemment un site Internet dont vous avez l'adresse ici, donc archivenationales.culture.gouv.fr ANOM. Il n'y a pas un accès direct, malheureusement, au site des ANOM, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on le retrouve assez facilement par n'importe quel moteur de recherche. Si vous tapez Archives nationales d'outre-mer ou ANOM, vous les trouvez très facilement. Suivant. Alors donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site en ligne? Eh bien, on trouve une partie des instruments de recherche, parce qu'en fait, tous les instruments de recherche, c'est-à-dire les inventaires, les fichiers et les listes, ne sont pas tous actuellement numérisés. Donc, une partie importante, mais tout n'est pas encore en ligne. Il y a beaucoup de dossiers thématiques. Ça rejoint un peu ce que disait notre collègue des Archives nationales du Royaume-Uni. Les dossiers thématiques, vous les voyez sur la gauche de l'image, ce sont finalement de la numérisation contextualisée de documents et de photographies sur les grandes périodes de l'histoire coloniale. Il y a beaucoup de choses consacrées à l'Afrique ou bien aux grands voyageurs ou à des thématiques particulières. Et puis, il y a... Alors, actuellement, l'effort des Archives nationales d'outre-mer porte actuellement sur 4 domaines principaux. Donc, les archives provenant des sous-secrétariats d'État et ministères, donc il y a eu en charge les colonies du 17e à 1962, les archives concernant l'Algérie et l'Afrique équatoriale française, notamment le Congo, le Cameroun, des archives privées parce que les archives d'outre-mer conservent plusieurs fonds privés très importants donnés par des particuliers qui ont parfois été ça peut être des densités militaires, ça peut être des fonctionnaires et ça peut être tout simplement des gens qui ont voyagé sur place. Et puis les cartes et plans et les photographies. Alors pourquoi ce choix? L'Algérie, évidemment, puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui de renforcement des échanges d'archives numériques avec l'Algérie. Les cartes et plans et photographies, parce que ce sont des documents intéressants, mais aussi fragiles, et notamment les cartes et plans numérisés, ça évite de les plier, de les déplier, ce qui les abîme. Et puis les archives privées, parce qu'elles sont uniques, finalement, en leur genre. La suivante. Donc, il n'y a qu'environ 3% de millions de pages qui sont numérisées.
La numérisation se fait par ensemble cohérent. Ça veut dire que, en fait, c'est à la fois par, comme on dit, les opérations de numérisation peuvent être réalisées en interne. Elles sont aussi externalisées par des marchés extérieurs. Et finalement, l'enjeu de cette numérisation, c'est d'essayer de permettre, comme nous tous finalement, à des chercheurs et des historiens et des chercheurs de ne pas avoir à se déplacer à Aix-en-Provence pour pouvoir au maximum aider les recherches. Alors, à la fois, évidemment, les recherches historiques, mais il faut savoir que les ANOM, les Archives nationales d'outre-mer, servent aussi à donner des attestations liées à l'état civil ou pour des droits, disons, à un statut personnel qui marquent pour nous les liens entre finalement la période antérieure aux indépendances et la période actuelle. L'image suivante. Alors, donc ça, c'est les Archives nationales d'outre-mer, donc soutenues par les Archives de France. Et puis, évidemment, il y a les actions sur le terrain. Et donc, je vais présenter rapidement l'exemple du Congo-Brazzaville, puisque, au fond, quand j'ai commencé la première mission d'expertise en 1978, je suis arrivée, pourquoi? Parce que le bâtiment qui hébergeait les archives nationales et la documentation du Congo s'était partiellement effondré, c'est ce que vous voyez, c'est une photo que j'ai prise, c'est assez spectaculaire, et c'est un bâtiment historique des années de 1942 qui est un bâtiment où le général de Gaulle avait fait sa fameuse déclaration de Brazzaville. Donc c'est du béton, mais enfin le béton n'est pas si solide que ça. Image suivante. Et donc on est passé de cet effondrement à une grande modernisation, pardon, et une volonté de faire progresser finalement la technique de numérisation aux archives nationales du Congo-Brazzaville avec l'aide de l'Institut français. Et nous avons commencé par une première période test avec ce petit scanner. Pour la petite histoire, ce petit scanner, c'est moi qui l'ai apporté de France. C'est le plus petit que j'ai trouvé et en même temps le plus performant qui puisse tenir dans une valise pour faire ce test. Donc, il a fallu prendre ce petit appareil qui est finalement pas mal parce qu'il peut numériser jusqu'à un format A3. En revanche, il ne contient pas de système de stockage des données, donc il faut le relier à un ordinateur. Et donc, on voit là sur la photo à la fois Vincent Bouly d'Archives sans frontières, qui est conservateur d'archives français, et Romélie Pindou, qui est un des collaborateurs du directeur des Archives nationales du Congo, qui sont là en train de numériser des cartes de la période antérieure aux indépendances. Image suivante. Et évidemment, comme ça a été dit par nos collègues, pour numériser correctement, il faut aussi savoir indexer, il faut savoir référencer les documents. Et donc, Archives sans frontières, qui est soutenu par les Archives de France, a fait d'autres missions. Et on voit sur la photo l'équipe des Archives nationales du Congo-Brazzaville qui se forme à la fois à la question de la numérisation, mais à la mise en contexte général de l'indexation et des documents d'archives. Et donc, on numérise pour valoriser naturellement et pour ouvrir au public de manière plus facile. Image suivante. Et donc, pourquoi numériser? Eh bien aussi parce que cela permet d'entretenir son réseau professionnel à la fois dans sa zone géographique et à l'international. Image suivante. Dans sa zone géographique, eh bien, cela permet de se rapprocher, par exemple, enfin, dans le cas français de l'Institut français, ce sont les structures liées aux ambassades de France, mais aussi des universités et des enseignants, du public, du grand public, du public très large, puisqu'on peut à ce moment-là faire des expositions, par exemple, avec des documents numérisés au lieu de présenter les originaux. Et puis, si on les a mis en ligne, eh bien, on peut faire de la publicité auprès de la presse et même de la télévision. Et la presse congolaise est très, très active pour relayer tous les projets de valorisation du patrimoine écrit. Image suivante. Et je donne un petit exemple.
grâce au numérique, touche un nouveau public. Et bien, par exemple, avec le soutien de l'Institut français, nous avons pu organiser les 2 premiers concours du jeune historien brazzavillois, donc avec les universitaires, les recteurs, les enseignants, les directeurs d'école. Ça a eu un très grand succès. Cela a permis aux jeunes brazzavillois de se réapproprier leur patrimoine. Et à terme, une fois que des documents auront été numérisés et mis en ligne, ils pourront consulter sur leur smartphone les documents qui auront été mis en ligne. Image suivante. Voilà, donc entretenir aussi à l'international, puisque en fait, une fois que vous avez commencé à avoir numérisé, eh bien, vous pouvez faire part de ce que vous avez à l'Association internationale des archives francophones qui ont un portail, le PIAF, le portail international des archives francophones, très actif, beaucoup de connexions, 100 000 connexions par an. Archivistes sans frontières, bien entendu, l'UNESCO et le Conseil international des archives. Et ma conclusion, image suivante. Donc, la francophonie des archives, c'est à la fois un partage d'expériences entre archivistes francophones pour construire un réseau institutionnel, solidaire et amical. Et puis, je rappelle donc les outils qui permettent la construction de ce réseau. Ce sont bien sûr le numérique, mais aussi les formations, les rencontres et le travail avec, par exemple, dans le cas de l'Afrique, le programme Afrique du Conseil international des archives. Ma conclusion, voilà, merci. Une photo à gauche des Archives nationales à Paris et à droite des Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Merci. Thank you very much, Odile. And thank you for sticking more or less to time. It's greatly appreciated. We might now, we do have Mr. Mohammad Afsar Rahbeen online now. So we have the opportunity to hear your presentation, Dr. Rahbeen. We have Dr. Rahbeen. I understand we had some technical issues. I do hope they've been cleared up. No, they're still persisting. Okay, so while we're, perhaps we could take a question or two, Sure. Anthea. So we've had quite a few questions coming through. One of them was to do with the question around preservation, using digitization to protect at-risk documents. And so one from Clémence was, does UNESCO have a strategy to preserve the historical cultural heritage in places that are suffering, for example, risks of terrorism? So perhaps Dr. Adama and then Sedu, we might hear from each of you strategies using digitization to protect heritage at risk. Dr. Adama, perhaps we could start with you. Thank you. Merci bien. Je vais d'abord commencer par parler de la collaboration internationale et le prétexte qui nous a poussé à organiser ce webinaire dans le cadre de la Semaine internationale des archives. En réalité, c'était pour la numérisation de la Constitution de l'UNESCO qui se trouve à Londres et les instruments de ratification des États membres. Donc, avec le soutien de la Commission du Royaume-Uni auprès de l'UNESCO et les archives nationales du Royaume-Uni, on a numérisé la Constitution et les instruments de ratification que nous allons partager avec l'ensemble des États membres, les 193 États membres de l'UNESCO. Pourquoi? Parce qu'il nous a été demandé parfois par certains États membres qui avaient perdu leurs archives et parmi leurs archives, les instruments de ratification de leur adhésion à l'UNESCO. Donc, nous retournions souvent aux archives du Royaume-Uni pour avoir des copies et les transmettre. Et maintenant, c'est une chose qui est réglée, c'est un exemple de coopération. Maintenant, qu'est-ce que l'UNESCO fait pour la sauvegarde du patrimoine documentaire? Il y a plusieurs instruments juridiques. Il y a le programme Mémoire du Monde, il y a la recommandation d'avril 2015 concernant la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire, y compris pour le
travaille beaucoup à travers beaucoup de conventions, celles de 54, 72, de 2003 et de 2005, sur le patrimoine d'une manière générale pour sa sauvegarde. Maintenant, comment gérer la question des archives à risque dans les pays avec des troubles? Actuellement, je pense que dans la semaine prochaine, l'UNESCO organise à Dakar un séminaire régional sur le plan Disaster Risk Recovery Risk. C'est le plan de gestion des risques et des désastres pour sauvegarder le patrimoine documentaire qui va réunir l'ensemble des archivistes francophones de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'UNESCO a également plaidé beaucoup quand il y a eu des destructions de monuments et de manuscrits au Mali, plaidé auprès des organisations internationales pour traduire ces auteurs devant le tribunal pénal international. Et il y a eu la condamnation de Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, qui est un acte très fort et que je pense qui participe également à protéger, à sauvegarder le patrimoine documentaire mondial. Merci. Thank you very much. And so, Dr. Biabate, I mean, from your point of view, you gave us those very disturbing images of the archives that had been willfully damaged. Your views on more strategies that are needed to protect heritage from the risk of terrorism? Merci, madame. Excusez. Effectivement, les archives détruites au Mali, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, le Mali a eu à initier une politique nationale, un document de politique nationale avec un plan d'action 2018-2022. L'année prochaine, le premier plan va prendre. Excusez-là. Donc, ce document de politique nationale des archives avec un plan d'action, il y a des activités qui sont prévues. Donc, d'abord, la collecte, la conservation, la valorisation et la numérisation de l'ensemble des archives. Vous savez, il est bon de prendre une politique nationale avec un plan d'action et il y a lieu également de mettre les moyens à la disposition des archives nationales. Nous sommes là-dessus et ça commence timidement, parce que l'une des recommandations de ce document, c'est la création des directions régionales des archives. Il n'y en a pas. Les textes de création de ces archives régionales sont dans le circuit d'approbation du gouvernement. Pour la création, chaque région serait dotée d'une direction régionale avec des services locaux d'archives. Donc, et déjà, nous avons envoyé des lettres aux différents gouverneurs des régions pour acquérir le terrain. Et déjà, parmi les régions saisies, on a saisi à peu près 6 régions. Il y a une région qui a répondu favorablement. C'est la région de Gao, au nord. Donc, ils nous ont donné un parcelle de terrain de 3100 hectares. Et ces documents, on va les soumettre au ministère de l'économie et des finances pour avoir le financement de la construction de la direction régionale de Gao, ce qui va permettre de rassembler toutes les archives historiques et contemporaines de la région de Gao pour les conserver afin de commencer leur valorisation et leur numérisation. Action concrète sur le terrain. Et là, déjà, on va se réunir le samedi 19 juin pour aller plaider ces dossiers et que si on a le financement, c'est dans les 403 millions de francs CFA, construction et équipement, et ça va permettre l'érection de ces temples du savoir dans la région du Gao, donc du nord du Mali, pour pouvoir récupérer ce qui peut être récupéré et dans un bâtiment, les valoriser, ensuite procéder à leur numérisation. Ça, c'est pour la région du Gao. Maintenant, les autres régions également, on a envoyé des lettres pour demander les parcelles de terrain. Et en ce moment, si on parvient à avoir, on ne pourra pas tout construire à la fois, au moins si on parvient à construire une direction régionale par an, ça va nous faire, comme on dit là, beaucoup de directions régionales
Ce ne sera pas seulement les cas à Bamako ici où il y a les archives des ministères, des institutions qui sont conservées. Okay. Les archives nationales seront également bien préservées dans les différentes régions du monde. Oui, David. Thank you. No, thank you very much. And we do hope that we have Mr. Rahbeen available to speak. If we can go a little over time, we're very keen to hear from Dr. Rahbeen. We have other questions for the panelists, but I'm just wondering if Mr. Rahbeen, are you online and free to speak to us? It looks like we're still having technical issues. Yeah, Very he's logged well. off now. So I think let's proceed with the questions. And I'm just working, asking a few questions to see how we can work around it. Okay, thank you. Thank you, Anthea. And thank you again, Dr. Biabate, for that, that reply. Can I go next, first to Emma and then to Odile? Emma, a question that's come through for you is first your interesting presentation on how collaborations can promote access. You touched on it during your presentation, Emma, but do the commercial collaborations come with restrictions? Do they require a period of exclusive embargo? And if they do, how does your institution navigate that? Not all of them do, but some of them do, which I think is completely understandable, because some of these larger projects, particularly things like the census, the investment required of the commercial company is multiple millions of pounds. But we call them primacy periods. So those periods of primacy when only they have access to, or whenever they have permission to use those images, are kept to a minimum. And during that time, of course, they are always available at the National Archives. And we also make some demands on how they're made available in terms of charging structures. So, for example, we don't, usually the primacy periods are attached to our genealogy resources. And so we will say that things can't require a year's subscription, for example. There has to be another way into them, whether that be, as you know, a one-off pay just for a particular document, or as a much lower value small amount of documents to view. So we don't want people to have to sign up for a year just to be able to see one image of a National Archives document. So that's how we navigate that. All right, thank you. Can I now go to you, Odile? Your presentation is, I have to say, very inspirational in the way that your institution goes to those less resourced countries to provide that assistance. And one of the questions I think is best directed to you. What advice do you have for us for the best way for archives to work together to support and protect archives around the world? Oui, merci David, et merci pour cette question. Il me semble qu'il faut encourager aujourd'hui à une politique de mise en valeur des archives, parce que je pense que si le public le plus large, pas seulement les chercheurs, les historiens, qu'ils soient nationaux ou internationaux, mais également le jeune public, la jeunesse, comprend l'importance des archives personnelles et familiales, mais du coup des archives nationales, des archives de leur pays, de leur région, de leur ville. Je pense que là, on arrivera mieux à les protéger. Donc, je suis favorable à une aide sur le terrain, comme nous essayons de le faire avec Archives sans frontières, avec l'Association internationale des archives francophones, qui apporte à la fois l'aide technique et des idées, entre guillemets, de valorisation, qui encourage à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser Facebook, qui est effectivement très utilisé en Afrique aussi, et à dire que tout peut être accessible via un téléphone et pas seulement un ordinateur. En fait, voilà, on essaie de simplifier les choses et de ramener les choses à un usage le plus général possible pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau à la fois national et individuel. Donc, ça passe par des aides techniques et on n'a pas forcément besoin d'équipements extrêmement lourds. C'est ce qu'on a voulu montrer au Congo, qu'un matériel qui n'est pas extrêmement coûteux et qui n'est pas très volumineux peut tout à fait être utilisé.
Oh, thank you. And perhaps following on from that, perhaps Dr. Adama, if we could ask you this question from your position, but also UNESCO's position. Our presentation from Gemma showed how commercial collaboration can be very effective. Does UNESCO have a view on whether there's opportunities for these commercial collaborations into, say, African nations? Do you see any problem with those sorts of partnerships? Oui, bonjour, merci. Alors, partenariat commercial, l'UNESCO, c'est une organisation publique internationale. Le principe, ce n'est pas de faire de l'argent déjà. Du point de vue des perspectives de fundraising pour nos propres archives, et nous sommes aussi, nous aussi à la recherche de financement. On a un plan de 10 millions de dollars, on est en train de chercher cet argent-là. Je serais heureux si nos amis du Royaume-Uni peuvent nous donner un peu de la main. Mais juste pour dire, on a réfléchi à cette question nous-mêmes sur une probable collaboration avec Google. Mais on a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir et des questions de principe autour desquelles nous sommes intransigeants. Il y a à savoir la question des droits d'auteur, la question des risques de captation du patrimoine avec des embargos et tout cela. Maintenant, on a besoin de ressources. Je pense qu'il faut avoir peut-être un plan de collaboration et de partenariat avec beaucoup de partenaires financiers, des fondations, des États membres pour pouvoir régler la question d'un accès beaucoup plus universel aux archives. Merci. Very good. Thank you for that. We have, sorry, I have another question coming up here. I guess this one might go to, in fact, maybe I'll ask this one of you, Mr. Biabate, if you're available to take another question. In terms of evaluating the value of archives material, there's such a tremendous loss of cultural heritage when we see the damage through deterioration of records. Has there ever been any effort from your institution to actually put a value on for the nation on the value of those archival holdings? Monsieur Biabate. Oui, je suis là. Parfait. D'accord. Dites la valeur des archives. Est-ce que l'institution Archives nationale Yes, the question has come in. How do we evaluate the value of archives material? It's said to be insured. This is the question from. Comment on évalue la valeur des fonds d'archives? Je ne sais pas. Vous voulez parler d'évaluation en termes financiers? Hein? Vous voulez parler d'évaluation en termes... The questioner has asked, the material to be insured, but I think we could also talk about how do we express the value of this heritage to the nation. Alors, c'est comment ce que nous... des archives, dans la plupart du cas, des archives qui viennent de l'administration, qui traitent de l'histoire du pays. Donc, c'est des documents très, très importants. Très, très importants. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est au gouvernement, à travers la Direction nationale des archives, d'être un peu beaucoup plus actif sur le terrain, de collecter, de conserver et aller vers la numérisation de ces documents administratifs qui sont dans les différentes régions et dans les différentes institutions du pays. Les images dont je vous ai montrées pour la trésorerie régionale, c'est lié non plus à une sorte de négligence simplement. C'est une sorte de négligence. Pour les archives de Caille qui ont été brûlées et celles de Kenyeba,
Ça, c'est lié à des soubresauts d'ordre un peu politique, social. Je vous ai dit, à cause de Covid-19, il y a eu des restrictions de liberté. Il y avait le coupure d'électricité. Les jeunes étaient un peu entonnés. Donc, ils n'ont pas, ils se sont pris à ces archives. Ils ne pensaient même pas que c'était aussi important que ça. C'est une fois que ces archives brûlaient, ils ont su qu'ils ont brûlé leur histoire. Voilà. Donc, la Direction nationale des archives du Mali est en train de se battre auprès de notre gouvernement parce que les politiques mettent de l'argent lorsque les techniciens montrent la valeur et qu'ils comprennent. Et s'ils comprennent, ils mettent les fonds là-dedans. Et tel est le cas maintenant. Le gouvernement est en train de nous appuyer malgré les maigres moyens, malgré les difficultés que le pays traverse, pour que nous puissions mettre en place une véritable chaîne de numérisation de ces archives des institutions, des ministères et des régions. Et raison pour laquelle le gouvernement a accédé à la création de ces directions des régions, les directions régionales des archives. Parce qu'à Bamako, on ne peut pas tout contrôler, tout mener à Bamako. Le Mali est très vaste, 1 240 000 km², avec à peu près 20 régions. Donc, il va falloir que le gouvernement accède à la création de ces directions régionales. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Thank you. Thank you. Can I ask the next question to Odile? The work that you described in digitizing the collections in, for example, in the Congo, in other nations, have you seen advantages for other, international advantages when those collections have become digitized? Have they become accessible, and are they being researched by other countries outside? Alors, c'est un sujet un peu compliqué. Alors oui, bien sûr, nous souhaitons que les archives soient accessibles, y compris dans chaque pays d'origine. Mais parfois, et je pense à certains pays d'Afrique de l'Ouest, parfois la numérisation pour la préservation, la bonne conservation, disons, des originaux est primordiale, mais les directeurs d'archives ne souhaitent pas mettre en ligne nécessairement tout pour pouvoir garder des lecteurs, une salle de lecture qui soit active avec des historiens qui viennent, et on les comprend. Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Et puis, parfois, il faut des serveurs, quand ce sont des milliers de pages, il faut des serveurs assez puissants. Ce n'est pas forcément utile de tout mettre en ligne. Je pense que j'encouragerais plutôt, comme a fait notre collègue Adama, à faire le document du mois ou le document de la semaine pour indiquer que les archives nationales en Afrique ou ailleurs puissent indiquer qu'elles ont des beaux documents, des documents intéressants, et que donc elles fassent de la publicité. Et après, encourager les chercheurs à venir sur place autant que possible. Donc, il faut un mélange de consultation physique et de consultation numérique, il me semble. C'est plutôt cette politique. J'ai écouté ce qu'on m'a dit sur le terrain, et c'est plutôt cette politique-là qui conviendrait, je pense, aux acteurs de terrain. Thank you very much, Odile. And look, this is now bringing us to the close of an extended session. We've gone 15 minutes over, and all of our participants are still with us, which demonstrates what a stimulating and engaging discussion that this has been. And I would just like to say thank you, especially to our panelists, to Dr. Adama Alipam, to Sedu Biabate, to Gemma Mclagan, and Odile Welfare. I do apologize that we were unable to establish the link with our colleague Mohammad Afsar Rahbeen from Afghanistan. Perhaps we'll have the opportunity to involve the National Archives of Afghanistan in a further session in the future. Can I also thank a team at ICA, at UNESCO, the United Kingdom National Commission for UNESCO, for the organization of this webinar. Our interpreters, who have done us an outstanding job as well. And I think the team that's organized this and brought this together, I can't name everybody, but it's been a fantastic achievement. So with that, I would like to draw this webinar to a conclusion and wish everybody safety and health. And we look forward to the further events during this International Archives Week. Thank you all very much. Merci à tout le monde. Thank you.